On a fait la Ferrari SF26 hier et on continue avec la Mercedes W17. Comme toujours, il y a énormément de choses à dire. Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse technique. Je sais que ce genre de vidéo vous plaise énormément, donc c'est pour cela que je me permets de continuer. Juste avant toute chose, et comme d'habitude, un petit message obligatoire. Il faut savoir que ce genre de vidéo n'est pas facile à faire dans le sens où la voiture n'est pas encore définitive. Alors je sais que certains vont me dire, bon ce n'était pas le cas sur la dernière vidéo, mais je sais que certaines personnes vont peut-être me dire, oui Rami, ça ne sert à rien de faire une vidéo sur une voiture qui n'est pas définitive. Eh bien pour ma part, je ne suis pas vraiment d'accord avec cet avis, tout simplement pourquoi ? Parce que tu ne peux pas concevoir deux monoplaces totalement différentes. Donc la voiture à W17 qu'on a sous les yeux actuellement, je pense que ça sera la voiture à 70% qu'on pourra voir à Melbourne. Et il faut aussi savoir autre chose, même si dans l'éventualité où on a la voiture définitive, la voiture qu'on aura aux essais à Bahreïn ou à Melbourne va encore évoluer pendant tout le long de la saison, quoi. Donc voilà, puisque les écuries vont commencer à prendre une voie de développement, on va connaître la meilleure voie de développement possible, que ce soit par rapport à la mécanique ou par rapport à l'aérodynamique, donc beaucoup de choses risquent de changer. Et ne vous inquiétez pas, hein, même si on est sur une première version de la voiture, il y a beaucoup de choses à dire et on peut très clairement voir quel est l'objectif de Mercedes à travers cette W17 V1. Donc on est parti, on perd pas de temps et on est parti avec exactement ce petit point vert qui va me permettre de revenir sur tous les éléments de cette monoplace. On commence comme d'habitude par l'aspect mécanique qui est l'aspect le plus important puisque c'est généralement les suspensions qui vont te donner la direction pour ton concept et on commence avec les suspensions à l'avant et Mercedes est parti sur des push rod à l'avant, donc des suspensions de poussée. Je vous les montre un petit peu plus précisément ici, c'est des suspensions qui sont beaucoup plus légères donc c'est très important de les avoir pour rester sous la limite du poids. Les équipes se battent véritablement pour avoir le meilleur poids possible pour être aux alentours des 760 kg. Ces suspensions t'offrent une réponse plus directe du train avant, un meilleur ressenti également pour le pilote. Ce sont généralement des suspensions qui vont t'aider à l'entrée des virages. Si on part un petit peu plus sur la géométrie de cette suspension, avec cette géométrie de la suspension, on peut voir que la Mercedes a vraiment essayé d'avoir le plus d'anti-dive, enfin du moins plus d'anti-dive que sur la W16, mais c'est tout de même moins extrême je trouve que ce qu'on a pu voir sur la Ferrari SF26. Et il faut faire attention à cela, parce que je ne l'ai pas dit hier, mais trop d'anti-dive va te faire perdre un certain feeling à l'entrée des virages, et pas assez va te donner une plongée excessive et donc une instabilité aérodynamique. Mais même Mercedes n'a jamais vraiment changé ce système de suspension. Depuis quelques années, ils sont sur des suspensions de poussée à l'avant et des suspensions de poussée à l'arrière. On a donc terminé pour les suspensions, on continue avec l'avant de la monoplace. Comme je l'ai dit pour la Ferrari, l'aileron avant et l'aileron arrière, ce ne sont pas vraiment des éléments qui m'intéressent pour le moment, tout simplement pourquoi ? Puisque on aura probablement d'autres configurations au fur et à mesure des semaines, mais je vous avoue que celui de Mercedes tout particulièrement m'a un petit peu intrigué. Il m'a un petit peu intrigué dans le sens où il est différent de celui de la concurrence, il est différent de celui de la SF26, puisque c'est un aileron avant qui est déjà très peu développé, extrêmement basique. Donc je pense que c'est une solution de base pour essayer de trouver le meilleur équilibre sur la voiture. Et autre chose aussi très intéressant qu'on a pu constater, et ça c'est par rapport à l'aéro active, là où, comme je vous l'ai montré hier pour la Ferrari, on a bien pu le voir, les deux ailerons s'abaissent totalement. Et l'aileron avant, tous les flaps de l'aileron s'abaissent totalement. Et bien là, sur cette Mercedes W17, il n'y a qu'un seul flap qui va venir s'abaisser, alors que l'autre va rester exactement au même endroit. Et je trouve que c'est très intéressant, puisque Mercedes n'a pas voulu perdre toute la charge sur cet aileron avant. Je vous avoue que j'ai été assez surpris de voir l'aéro active sur cette monoplace, puisque la Mercedes W17 est la seule voiture pour le moment à avoir testé un aileron avant, où il y a un flap qui s'abaisse et l'autre qui ne s'abaisse pas. Et c'est assez perturbant. Et si on reste sur le nez, eh bien on peut voir qu'on est sur un nez qui est proche de celui de la Ferrari SF26, avec encore ces fentes incurvées qui vont venir soutenir le nez avec cet espace qui va venir faire rentrer l'air en direction du fond plat. Voilà, tout pour, encore une fois, sans doute un meilleur appui aérodynamique à ce niveau-là. Je trouve que c'est assez convaincant, même si j'imagine qu'on aura beaucoup de changements sur cet aileron avant. Je pense pas que Mercedes restera juste avec le flap supérieur qui va venir s'abaisser. J'imagine qu'ils sont vraiment en train de tester plusieurs aspects de l'appui aérodynamique de cette W17 en général. Puisque je le rappelle, les ailerons représentent 70% de l'appui global de ta monoplace. C'est un élément qu'il ne faut surtout pas négliger. D'ailleurs, j'ai oublié de spécifier ce petit flap sur le côté. On continue les amis avec les côtés de la monoplace et on continue avec les pontons. On reste à peu près sur le même style que la saison dernière avec une forme d'overbite. Donc la lèvre supérieure qui va être avancée en comparaison à la lèvre inférieure. On est sur une entrée d'air plutôt classique, mais si on retourne sur l'autre image, on peut bien le voir. Les pontons de cette Mercedes W17 sont plutôt très étroits avec un espace en dessous
entre les pontons et le fond plat pour un meilleur flux d'air sur les côtés de la monoplace. Des pontons qui ont été affinés mais surtout inclinés vers le bas pour maximiser l'effet downwatch. Donc l'effet downwatch, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand l'air va venir se mettre sur les côtés de ta monoplace et directement tomber vers le diffuseur, ce qui va te donner beaucoup plus d'appui à l'arrière de ta monoplace. Je pense que de toutes les voitures, de toutes les monoplaces de 2026, c'est vraiment la monoplace qui a les pontons les plus affinés que j'ai pu voir entre la Ferrari, la Racing Bulls, etc. Bon après, comme je le dis toujours, hein, les pontons risquent de changer d'ici Bahreïn. Je continue un petit peu plus bas. Alors au niveau du fond plat, il n'y a pas grand chose à signaler. On est sur un fond plat qui reste plutôt basique, j'imagine qu'il devrait changer. Mais la chose sur laquelle je veux revenir exactement, c'est ce petit trou de souris, cette fente qu'on a déjà pu voir sur la Ferrari SF26. Donc cette fente qui a été placée là pour rediriger l'air du fond plat vers le diffuseur. Ça va vraiment faire en sorte que ton flux d'air ait une meilleure direction tout au long de la monoplace et une meilleure attache surtout à la monoplace. Et ça va créer bien évidemment beaucoup plus d'appui, je l'imagine. On n'a pas encore d'informations sur les impacts aérodynamiques, mais je vois de plus en plus d'écuries qui partent vers cette configuration, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. On continue sur le côté de la monoplace avec ces trois éléments aérodynamiques, ces trois déflecteurs qui ont été placés là d'une différente manière. Donc ça va venir protéger le plancher, ça va venir guider l'air beaucoup plus précisément, notamment vers l'undercut. Ça va également limiter les turbulences qui vont ressortir de la roue avant, ce qui va permettre d'avoir un flux d'air beaucoup plus propre et surtout un meilleur équilibre. Et pour terminer sur cet aspect qui reste très important et j'imagine qu'il va beaucoup évoluer, on peut bien le voir, Mercedes et Ferrari sont partis sur deux philosophies qui sont totalement différentes. Là où Mercedes utilise 3 déflecteurs, Ferrari, eux, utilisent 3 déflecteurs plus un panneau latéral. Donc là, on est sur deux philosophies. Ferrari, ils ont tout simplement créé une barrière aérodynamique qui va obliger l'air à passer sur les côtés de cette monoplace. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est l'appui que cela va te donner. Cela peut te faire perdre en stabilité, alors que du côté de Mercedes, avec ces 3 déflecteurs, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup moins sensible. On va créer plusieurs vortex contrôlés, ce qui va maximiser la stabilité de cette monoplace. C'est d'ailleurs pour cela, j'imagine que Ferrari a intégré une tige que Mercedes n'a pas sur la W17 pour avoir encore plus de stabilité et pour essayer de compenser ce panneau latéral. Si je peux vous donner d'autres détails sur le côté, on peut constater que l'aile de requin reste assez basique, donc très lisse, voilà, beaucoup plus lisse que ce qu'on a pu voir sur la SF26 avec une aile de requin dentelée. Et si je remonte un petit peu plus haut vers l'airbox, alors l'airbox aussi est plutôt basique, je pense que ça devrait changer, puisque en 2026, avec ce nouveau système hybride, tu devras refroidir ton moteur 9 fois plus qu'auparavant, donc il te faut une airbox capable de faire rentrer le maximum d'air pour avoir le maximum de refroidissement. Et là, on reste quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus large que ce qu'on a pu voir sur la Ferrari, mais un petit peu moins large que ce qu'on avait déjà pu voir sur la Racing Bulls. Donc le refroidissement est un élément très important en 2026 et j'imagine que cela devrait changer. En tout cas, on est encore une fois sur quelque chose de plutôt simple. Donc on a terminé à l'avant, on a terminé sur les côtés, on passe directement à l'arrière. Et pour être totalement honnête avec vous, je ne vais pas me prendre la tête à vous détailler cet aileron arrière, puisque je pense que ça ne sera pas le seul de cette saison. Là, on est sur une moyenne charge. Voilà, c'est pour tester la monoplace, pour tester l'appui global de la monoplace. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Par contre, au niveau des suspensions arrière, là oui, il faut en parler, parce qu'on est sur des suspensions de poussée, une philosophie que Mercedes a adopté depuis plusieurs saisons déjà. On est sur une géométrie de la suspension qui va favoriser l'effet anti-squat, l'effet anti-enfoncement de la monoplace. Donc ça va faire en sorte que quand le pilote accélère en sortie de virage, eh bien l'arrière ne va pas trop s'enfoncer. C'est généralement une géométrie de suspension qui est adoptée pour avoir la meilleure traction possible en sortie de virage, pour ne pas perdre de grip à l'arrière. Et on le sait très bien, Mercedes la saison dernière a souffert avec cette suspension arrière. C'est pour cela que j'ai voulu un petit peu plus vous en parler. À la mi-saison, Mercedes avait changé la configuration, la géométrie de la suspension à l'arrière, et ça n'avait pas du tout plu au pilote. Il y avait une instabilité, on l'a pu le constater avec Andrea Kimi-Antonelli, Andrea Kimi-Antonelli qui était très bon en début de saison. En milieu de saison, c'était beaucoup plus difficile avec la nouvelle suspension, et en fin de saison, il est bien revenu puisque Mercedes est revenu à l'ancienne suspension. Donc là, c'est un élément très important et il ne faut absolument pas se louper sur cet élément-là, puisque c'est vraiment quelque chose qui avait pénalisé Mercedes la saison dernière. Je la trouve, pour tout vous dire, assez basique, mais j'ai vraiment hâte de voir les innovations qui vont être apportées. On le sent et on le sait, Mercedes teste énormément de choses, et je vais être totalement honnête avec vous, c'est l'écurie que j'attends le plus. Pourquoi ? Puisque depuis plusieurs semaines, dans le paddock, on ne parle
que de Mercedes. Moi, je vous avoue que j'ai confiance en cette équipe. Une écurie qui travaille très bien généralement quand une nouvelle réglementation arrive. Bon, vous allez me dire qu'en 2022, ça ne s'est pas super bien passé. Mais quand on a une nouvelle réglementation, on repart totalement d'une feuille blanche. Mercedes, c'est pour ma part dans le top 3 des écuries qui peuvent dominer dès le début de saison quand on a une nouvelle réglementation. Donc là, on a fait un petit tour de l'aspect mécanique, de l'aspect aérodynamique. Bien sûr que je peux aussi vous parler du moteur. Alors le moteur, je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo sur la réglementation 2026. C'est vrai que Mercedes a pu exploiter une certaine zone grise du règlement avec le taux de compression du moteur. En fait, quand le moteur est à froid, il respecte le taux imposé par la FIA, un taux qui est de 16 pour 1. Par contre, quand cette Mercedes roule, avec la dilatation thermique, ce taux passe à 18 pour 1. Et 2 points de taux de compression en plus te fait gagner 15 chevaux environ, voilà. Donc sur certains circuits avec de longues lignes droites, cela peut te faire gagner 2 à 3 dixièmes au tour. D'ailleurs, d'après certaines rumeurs, Red Bull aurait le même avantage. Et c'est pas plus tard que cette semaine que la FIA a légalisé ce taux de compression. Et croyez-moi que ça n'a pas plu à tout le monde, hein. Je pense par exemple à Audi ou même à Aston Martin. Maintenant, à voir si cela fera une réelle différence sur la piste. Pour terminer sur cette W17, Mercedes reste totalement sur un concept notamment de suspension, un concept mécanique qu'ils connaissent déjà. Si je vous parle de la philosophie aérodynamique, on est totalement sur une recherche d'appui, et ça sur tous les points, hein. Toujours, hein, mécaniquement, la suspension arrière push-rod va t'abaisser ton centre de gravité, donc tu auras logiquement plus d'appui. Et vis-à-vis de la conception des pontons et la forme du capot moteur, on est sur une recherche d'appui global à l'arrière de cette monoplace. Sur ce, les amis, eh bien, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de booster la vidéo si vous en avez la possibilité. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez un bon début de semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.